Bienvenue dans l'Actu en 7. Le Haut-Commissariat à la prévention de la corruption a intensifié son engagement vers une société sans corruption. Au-delà des campagnes classiques, l'institution multiplie les actions ciblées, concrètes et continues pour renforcer la conscience citoyenne et poser les jalons d'une gouvernance éthique. C'est du moins ce qu'on retient des propos du secrétaire général du HCPC lors de l'entretien du dimanche 25 mai dernier. Le haut-commissaire a pour habitude de dire qu'on n'invente pas la roue. On va simplement regarder quelles sont les spécificités du Bénin pour essayer d'improve, comme on dit en anglais, d'améliorer les choses. Qu'est-ce que je veux dire par là? En dehors des campagnes de sensibilisation, il y a par exemple les manuels de procédure. Il y a même le manuel scolaire qui, de 2 à 7 ans, de 7 ans à 15 ans, de 15 à 21 ans, vont montrer, bien sûr, en fonction des cibles. Par exemple, pour la mathématique que je dis à 7 ans, nous aurons des images. En gros, des bandes dessinées. Les Ivoiriens, ils l'ont lancé. Ils l'ont lancé déjà. Et ça marche. Ils ont mesuré déjà sur 6 mois quel est l'impact. Les enfants commencent à parler des bons gestes à leur papa et maman. Nous, on va le faire ici. C'est prévu. On a une série d'activités au travers des short vidéos, des courtes vidéos, pardon, au travers du renforcement des capacités, mais au travers aussi d'un volet répressif qu'on n'oublie pas. Ça reste en dessous. Ce n'est pas l'ongle pourri du vernis, pas du tout. Hein. Ça reste là. Mais si il y a toujours des infracteurs aussi téméraires pour défier l'État, alors on dégaine le volet répressif. Donc, il y a plus de 26 activités. Nous ne sommes pas des démagogues au commissariat à la prévention de la corruption. On essaie donc, actuellement, nous sommes en train de réajuster un peu les choses, tenant compte, parce qu'on a vu grand, tenant compte du programme, les programmes scolaires. Il y a par exemple, les directeurs départementaux à qui nous voulons parler, qui ne sont pas disponibles parce qu'il y a ça, il y a ça. Donc, il faut réajuster tout ça pour pouvoir déployer. Et justement, le débat était passé au crible sur le plateau du décryptage par le consultant politique Agapite Napoléon Maforican. Lorsque vous avez passé 30-40 années à ne rien faire, lorsque vous avez passé plus d'un siècle à ne rien faire, c'est logique qu'on ait l'impression que les mesures actuelles ne donnent pas. Elles donnent, mais la pratique étant totalement ancrée, un peu comme si elle était génétique, il est difficile que 10 années de lutte, ou 5 années, ou 7 années de lutte donnent des résultats aussi probables. Aujourd'hui, il y a une cour qui existe et qui essaye, vaille que vaille, de gérer, de contrer, de gêner, de perturber ceux qui refusent de comprendre le message. Chacun veut une lutte contre la corruption, exactement comme chacun veut une démocratie. Mais personne n'est prêt à assumer les conséquences. Certaines habitudes ancrées dans notre quotidien, comme les marques de gratitude exagérées ou les services rendus par connivence, participent insidieusement à l'entretien de la corruption. La gratification est un mal dans la lutte contre la corruption. La parenté à outrance est un mal. La reconnaissance à outrance est un mal. Notre sociologie est un mal. Mais est-ce que ça fait avancer notre société? Moi, je veux bien qu'on fasse les débats, qu'on essaye de voir quelle est celle qui est la plus ancrée dans notre tradition et qui nuit le plus à notre société. La seule manière possible, c'est la coercition, c'est les sanctions. C'est de sanctionner durement. L'éducation est la norme pour mettre les gens sur le chemin. La lutte contre la corruption ne saurait se limiter à des réformes institutionnelles. Elle doit être portée par un sursaut collectif, une volonté de rupture avec des pratiques malsaines du passé. Illustration de cette dynamique de proximité. À Parakou, le HCPC a lancé une vaste campagne de sensibilisation le 26 mai dernier. Des descentes dans les écoles, à l'université et à la mairie ont permis d'aller à la rencontre des citoyens de tous âges pour discuter des méfaits de la corruption. Une pédagogie de terrain pour mieux ancrer les valeurs de probité. Ce lundi 26 mai 2025,
Une campagne de sensibilisation à la lutte contre la corruption a été organisée à Parakou par le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, le HCPC. Cette campagne prévue pour le département du Borgou a démarré à l'école primaire publique de Titirou. Là, les écoliers ont été sensibilisés sur les actes de corruption autour d'eux et sur l'importance de cultiver de bonnes valeurs dès le bas âge. Le passage du Haut Commissariat pour la prévention de la corruption, c'est très bien. Nous sommes outillés à nouveau, nous avons des éléments qui existaient en nous en matière de connaissances. Nous les avons donc renforcés à travers le passage du Haut Commissariat de la prévention de la corruption. À la suite de cette sensibilisation, quelques écoliers partagent ce qu'ils ont compris. La corruption n'est pas une bonne chose parce que ça freine le développement de mon pays. Des exemples de la corruption à la maison. Je peux voler quelque chose à la maison et dire à mon petit frère de ne pas dire et il va lui donner de l'argent. Ce n'est pas bon de faire la corruption parce que ça freine le développement. Après l'école primaire, cap sur l'université de Parakou, deuxième escale de cette tournée de sensibilisation. Ici, les échanges ont porté sur les formes de corruption dans le milieu universitaire et le rôle de la jeunesse dans la dénonciation et la prévention. Nous saluons particulièrement la cible choisie. Vous savez, c'est la cible de jeunes, c'est la cible donc des futurs dirigeants. Et comme on le dit, une personne mieux informée est une personne mieux protégée. Et vous voyez à peu près donc l'utilité de cette séance pour nos jeunes, être au courant donc de la corruption, de ces manifestations et surtout de ses conséquences. Je pense qu'à leur âge, à leur niveau, avant donc d'entrer dans la vie active, être au courant donc de ce fléau et de tout ce qui a comme conséquence autour en termes de destruction même de leur projet de vie, de leur projet de carrière et de destruction de leurs organisations donc du pays. Vous ne pouvez pas imaginer notre joie puisque c'est un accompagnement par rapport à l'ensemble des efforts que nous faisons déjà au plan interne pour les valeurs morales qu'ils doivent forcément cultiver, développer parallèlement à tout ce qui est compétences techniques qu'on essaie donc de leur donner. Juste après les interventions, certains étudiants réagissent. J'ai eu à comprendre que d'abord la corruption, d'abord ça ruine le développement de notre pays et puis il y a plusieurs réformes qui sont mises en place afin d'éviter la corruption et pour permettre, il y a plusieurs organes dans lesquels nous pouvons dénoncer les actes de corruption et dans l'anonymat. La troisième descente pour le compte de la journée s'est déroulée à la mairie de Parakou. Les agents du HCPC y ont rencontré des parents et des responsables locaux pour les sensibiliser sur leur rôle dans l'éducation des enfants à l'intégrité. Nous avons senti que le Haut Commissariat à la prévention de la corruption était déjà attendu sur le terrain. Les gens voulaient savoir ce que nous faisons, notre mission. Ils ont voulu connaître un peu plus ce que nous entendons faire, quelle est notre démarche en matière de prévention de la corruption. Et ça a été une occasion pour eux de leur exposer les différents objectifs stratégiques que nous avons, à savoir les 3 objectifs stratégiques que nous avons, qui est intitulé « Détecter, signaler, éduquer, sensibiliser » et également dissuader et sanctionner. En impliquant les enfants, les étudiants et les parents, le HCPC espère faire de la lutte contre la corruption une affaire de tous. Une démarche citoyenne qui vise à bâtir une société plus juste et plus responsable. Sur le front électoral, les débats prennent forme. Sur le plateau de duel, Guy Chafa du MPL et Habib Isaac Adjaï du Bloc républicain ont exprimé des visions antagonistes sur l'état du débat démocratique. Si l'un réclame une confrontation d'idées sincères, l'autre déplore l'absence de propositions concrètes. À l'approche des élections générales de 2026, les débats idéologiques peinent toujours à s'imposer dans l'arène politique nationale. Ce constat a été au cœur des échanges de la rubrique Le Duel qui a opposé Guy Chafa, secrétaire général du Mouvement populaire pour la libération,
et Habib Isaac Adjaï, membre du bloc républicain. Pour Guy Chaffard, les réserves de l'opposition sur le code électoral ainsi que les limites de la gouvernance actuelle dénoncées par l'opposition sont déjà des sujets majeurs qui donnent du contenu aux médias. N'oublions pas que nous sommes en train d'expérimenter des réformes qui, croyez-moi, n'ont pas encore l'adhésion populaire de tout le monde, surtout au niveau de l'opposition. Donc, ce que vous appelez débat d'idées, qui n'existe pas, existe bien sûr. L'opposition, depuis, parle du fait que le code électoral n'est pas favorable. Ça, c'est un débat. Ou bien ce n'est pas un débat. Je crois que c'est un débat. L'opposition, depuis 2016, il y a une frange de la population qui s'oppose à la manière de gouverner du chef de l'État, M. Patrice Talon. Il y a des débats d'idées. Habib Isaac Adjaï, de son côté, affirme que la mouvance a un bilan à défendre et n'attend que les propositions de gouvernance de l'opposition. Et c'est là que l'acteur politique, membre du bloc républicain, s'offusque du monologue de l'opposition qui, selon lui, est enfermé dans de la victimisation continue. Dénoncer ou s'opposer ne constitue pas des idées d'alternatives, rétorque Habib Isaac Adjaï. Le débat se fait correctement au niveau de la mouvance, dans ce sens où nous avons un bilan à présenter, nous sommes en train de défendre notre bilan. Et c'est important, et nous sommes occupés à cela. Pendant que nous sommes là en train de faire notre bilan, en train de prôner la continuité de la dynamique, mais l'opposition n'a rien dans sa sacoche. L'opposition passe son temps à s'auto-victimiser. Ils n'ont pas de projet de société, ils n'ont pas de programme, ils n'ont rien du tout. Le projet de société de l'opposition, c'est de l'auto-victimisation. On nous empêche de faire des meetings. La réplique de Guy Chaffard n'a pas tardé. L'opposition dispose bel et bien d'un projet de société structuré, porteur d'alternatives crédibles pour le pays. Mais il faut déjà que la mouvance qui dispose aujourd'hui du pouvoir laisse l'opposition tenir ses meetings de reddition de comptes et de prise de contact avec sa base. Vous avez un bilan à défendre, c'est vrai, et l'opposition s'auto-victimise, c'est le projet de société de l'opposition. Je n'ai jamais compris, là encore, quelle est cette manière-là aujourd'hui que nous avons de faire de la politique. Pendant que le gouvernement ou que les acteurs, en tout cas la mouvance, est capable d'aller sur le terrain, oui, d'accord, et de faire, comme il a dit, d'aller défendre son bilan, de faire ses regroupements, parce qu'on en a eu. Pendant ce même temps, on empêche les gens de l'opposition d'aller à l'église parce qu'il y a eu des morts au Bénin. Quand on dit qu'on n'a pas de projet de société, notre projet de société là, c'est justement ne pas faire les erreurs que vous avez commises pendant 9 ans aujourd'hui. Habib Isaac Adjaï, pour sa part, exhorte l'opposition à davantage de responsabilités. L'acteur politique invite ses camarades de l'autre bout à respecter les tests en vigueur et à sortir d'une logique qu'il juge contre-productive, faite de plaintes et de contestations systématiques. Je vous ai dit tout à l'heure que l'opposition est dans une dynamique de distraction. Quand vous dites que les gens sont à l'église, moi je vais vous répondre. Ils étaient à l'église pour faire de la politique. Parce que nous savons ce qui s'était passé là. Et quand c'est comme ça, cela ne respecte pas la loi. Nous sommes en démocratie. La démocratie, c'est le respect des règles que nous nous sommes fixées. Quand vous vous opposez au respect des règles que nous sommes fixées, on va vous opposer la rigueur de la loi. Et c'est ce qu'il faut faire. Donc prenez votre mal en patience et respectez les tests. À mesure que l'échéance électorale de 2026 approche, les échanges politiques demeurent marqués par des accusations croisées. Le véritable défi, désormais, sera de recentrer le débat sur des propositions concrètes et des projets de société clairs, susceptibles d'éclairer les citoyens dans leur choix. Et la discussion ne faiblit pas. Ce 28 mai, le Forum politique a décortiqué le nouveau code électoral toujours sujet à interprétation, les articles 93 et 146 notamment. Certains y voient une clarification bienvenue, d'autres une source de confusion. Les invités ont tenté d'apporter une lecture pédagogique pour éviter les malentendus à l'approche du scrutin. Quand on observe les débats autour, on peut dire, mais qui est-ce qui finalement maîtrise le code? C'est la prise de parole de Georges Anagono qui a lancé le débat de fond sur le plateau ce mercredi soir.
Une interrogation née des démonstrations de parlementaires sur des web-médias qui portaient sur le mode d'emploi du test électoral. Des démonstrations qui sont relayées abondamment sur les réseaux sociaux, créant la confusion dans la tête de certains, notamment sur le processus d'attribution des sièges tel que mentionné à l'article 146 nouveau du Code électoral. L'article 93, qui fait cas des feuilles de dépouillement, fait aussi polémique. Face à ce code, il y a deux groupes. Il y a le groupe, disons-le, le groupe de la mouvance, qui a en réalité tâche facile parce que ce groupe-là a accepté ce code-là en état au Parlement. Il y a l'autre groupe qui est celui de l'opposition. Parce que j'ai entendu sur un plateau, un député dit que nous allons faire un accord de gouvernance. Ça veut dire qu'ils cherchent et ils ne trouvent pas. Et s'ils cherchent et ils ne trouvent pas, ils sont obligés de s'accrocher aux éléments qui, selon eux, dans l'état actuel des choses, ne peut pas leur permettre d'avoir le résultat qu'ils auraient escompté. Ils sont alors en droit de se dire jusqu'au dernier moment, nous allons dénoncer ce code. Réagissant à cette préoccupation, le consultant politique va être péremptoire. Le test électoral n'a aucun problème. Quand on dit qu'on ne sait pas qui explique mieux le code n'a pas de problème. Le code n'a aucun problème. Le code est un texte législatif, c'est une loi. Et comme toute loi, elle est interprétable. Toute loi a des dispositions, parfois à variantes assez ambiguës, je vais dire comme ça, qui ne permettent pas systématiquement une compréhension pour ceux qui veulent chercher la petite bête. Embrayant sur l'article 93, Agapit Napoléon Maforican explique. Par exemple, on prend l'article 93. Par rapport aux feuilles de dépouillement, qui devient élément de polémique, tout simplement parce que, à un moment donné, quelqu'un a réclamé et demande à la Sénat de mettre les documents à sa disposition. La Sénat parlait de caducité. Dès lors que le législateur demande de publier, afficher, je veux dire, sur les lieux, il appartient simplement aux partis politiques de prendre leur disposition pour utiliser l'affiche, ce qui est affiché. Ce qui est affiché est rendu populaire. Et qui va loin ménageant sa monture, on devrait utiliser les services compétents de la vie, notamment les services d'huissier. Par exemple, quand on sait qu'on doit revendiquer et que c'est le seul moyen qu'on a. Ça veut dire quoi? La Sénat a des feuilles, la Cour a des feuilles. Vous, on vous l'affiche. Lorsque vous avez des revendications, vous devez pouvoir être fixe sur l'objet de revendication. Vous n'allez pas demander à l'autre de vous donner ces copies à eux, parce que c'est affiché sur les lieux. La question de feuilles de dépouillement des procès-verbaux au niveau de l'arrondissement n'est pas la référence, renchérit Joël Ataï-Guédégbé. La référence est plutôt au niveau des postes de vote. Et c'est là que les partis doivent agir pour sécuriser les feuilles aux postes de vote afin d'aller au contentieux, expose l'expert en gouvernance. On convient, les partis n'auront pas de copie de feuilles de dépouillement, ni de copie du procès verbal de la compilation et de la centralisation à l'arrondissement. C'est au fond un élément logistique. C'est vrai, ça se voudrait un élément de confiance. Mais sachons raison garder. Avant ce stade-là, et tu le disais très bien, il faut qu'on se représente très bien que c'est dans les postes de vote que l'élection se déroule, que procès verbal et feuille de dépouillement. Voilà. Il y a une copie qui est affichée. Voilà. Tout délégué de parti ou de candidat dûment accrédité a à ce niveau infra a droit à une copie des documents, a le droit de signer. Même les électeurs qui sont présents ont le droit de faire des observations qu'on annexe au procès verbal avant de sceller les enveloppes. Donc c'est là que se jouent les choses. Pour Joël Ataï-Guédégbé donc, il est souhaitable que les partis politiques aient ces feuilles au niveau des arrondissements, mais il est encore plus à exiger que les partis soient présents là où les élections se déroulent, donc au niveau des postes de vote, pour avoir les copies qui font droit au contentieux. Venant ensuite à la question d'attribution des sièges, Georges Anagonou s'interroge encore. Je me demande
Est-ce que c'est les 20% qu'on cherche d'abord ou ce sont les 10% nationaux? Des juristes m'ont dit, quand l'élection sera terminée, la Sénat va faire le point et ceux qui n'ont pas 10%, on les élimine d'abord, le 10% national. On peut savoir où on va et en ce moment-là, on peut avoir une compréhension claire des résultats qui sortiront des urnes. Et à Agapit Napoléon Maforican d'essayer d'expliquer la compréhension à avoir. La TT nouveau n'a pas donné la priorité de comment le calcul est fait, mais il est évident que qu'on ne démarre pas à 10%, qu'on ne démarre pas à 20%, il y a 3 constances. 1, le seuil attendu pour être parti solitaire, c'est 20%. Si vous tenez à être seul, il faut avoir les 20%. Il faut avoir les 20%. Deuxième chose, vous êtes en accord de coalition parlementaire, vous devez avoir d'abord les 10% national. Et après les 10% national, on regarde maintenant le cumul de vos voix, ceux qui sont en accord de coalition, dans chaque situation électorale législative doit faire 20%. Et si c'est fait dans les 24 situations électorales, on commence le partage par la proportionnelle à la plus forte moyenne. Pour éviter ces cas d'école où une formation politique allant seule aux élections obtenait plus de 20% dans 23 circonscriptions sur 24 et se retrouvait inéligible à l'attribution des sièges, il serait préférable d'anticiper en se laissant aller au regroupement. Autrement, le parti ne s'en prendra qu'à lui-même, poursuit Joël Ataïguedegbe. Les options sont donc laissées aux acteurs et les conséquences s'en suivront inévitablement. La Direction générale des impôts, elle, rappelle un impératif légal. Le quitus fiscal devient un passage obligé pour toute candidature. Ce rappel salué est perçu comme un levier pour plus de responsabilités politiques. Le plateau de l'hebdo des éditorialistes de ce dimanche 25 mai 2025 s'est ouvert sur une alerte importante de la Direction générale des impôts DGI, l'obligation pour tout acteur politique nourrissant l'ambition d'être candidat aux élections générales de 2026 d'obtenir son quitus fiscal. Une initiative saluée par les éditorialistes qui y voient un pas vers une meilleure gouvernance et une culture de responsabilité fiscale dans la sphère politique. On a des problèmes de timing. C'est une très bonne chose. Je crois que le directeur général nous aussi a très bien fait. Les candidats eux-mêmes, ils peuvent déjà en interne commencer déjà par travailler à mobiliser les ressources ou bien commencer déjà par vous mettre à jour vis-à-vis du fisc pour ne pas qu'au dernier moment, nous ayons ces petits problèmes que nous avons eus l'année dernière. Du niveau de la Direction générale des impôts, c'est bien, on a lancé, chacun doit se mettre au pas. Parce que pour les élections passées, il y a beaucoup de soucis. Il y a d'autres qui ont dit on a payé, mais le quitus a été livré après la clôture des dossiers. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Si aujourd'hui, on a dit qu'il faut donc se préparer, c'est une bonne chose. Sur ce sujet, les éditorialistes ont appelé à l'engagement mutuel. Ils exhortent les acteurs politiques à se conformer à cette exigence et encouragent la DGI à maintenir une communication claire et proactive pour accompagner le processus. Je demande à tout un chacun de nous, que ce soit au niveau de la DGI, au niveau des différents candidats, quand bien même nous sommes à la veille et que on ne sait pas qui serait aux élections. Donc, je prie tout un chacun de nous de faire ce qui doit être fait pour que le chaos qu'on a eu par le passé ne soit pas répété. Le deuxième temps fort de l'émission a porté sur la récente mesure gouvernementale visant à moderniser le secteur de la boulangerie tout en renforçant la protection du consommateur. Les éditorialistes ont salué cette réforme en mettant en lumière ses multiples dimensions, soutien à l'artisanat local, professionnalisation du secteur et amélioration de la qualité du service. Enfin, les évêques du Bénin se sont exprimés à l'issue de la 75e session de la conférence épiscopale. Leur message, préserver la paix avant, pendant et après les élections. Un appel fort repris sur 120 minutes Actu Soir où les invités ont souligné l'importance de l'éducation citoyenne et du respect des lois comme rempart contre les dérives. La conférence épiscopale du Bénin est dans une démarche de pédagogie et c'est cela qu'il faut saluer.
on répète. La conférence épiscopale adopte cet exercice chaque fois qu'il y a des échéances. Et nous voyons bien le contexte de notre pays. Et en le faisant, il se connecte un peu à ce que le pape Léon XIV a dit, la paix soit avec vous. Et lorsqu'il a été élu, c'est ce qu'il a dit, dans ce monde saturé de bruit, dans ce monde saturé de dissensions, et comme on le remarque souvent dans le secteur politique, il est important de tenir le bouclier pour empêcher que les situations ne dégénèrent. Donc, et la paix que la conférence épiscopale prône, cette paix doit éclore et croître au niveau du terreau de la responsabilité individuelle. La préservation de la paix, pour moi, c'est le comportement. C'est d'abord la volonté de chaque partie prenante à respecter la loi. Parce que nous sommes dans une république. Vous savez que la loi, nous sommes en démocratie, se vote à la majorité. Et à partir du moment où la loi est votée, vous pouvez ne pas être d'accord, mais vous la respectez. C'est ça la démocratie, c'est ça la république. Mais on ne fait pas ça. On commence par incriminer la loi. J'ai entendu un des membres de ce qu'il convient d'appeler la société civile dire que, en tout cas pour eux, la loi, c'est la loi, qu'ils font en sorte que la loi soit respectée. J'ai dit, c'est bien. Ajoutez donc au communiqué de la conférence épiscopale, il me semble que chacun a commencé par retrouver, vous voyez, les idées de façon beaucoup plus claire, quoi. Maintenant, il reste à espérer, je l'espère, et je suis même convaincu que les autres aussi, c'est-à-dire les acteurs politiques, vont commencer maintenant par faire preuve de sincérité en se concentrant sur le respect des lois. Si chaque citoyen était dans un parti politique et dans ce parti politique est éduqué à ce qu'il doit avoir comme comportement, comme geste pendant une élection et même après une élection, nous ne serons pas à chaque veille d'élection à enseigner, à éduquer, à rappeler à ce qu'il faudrait préserver la paix, préserver les acquis démocratiques, etc., etc. Donc, le travail d'abord doit se faire au niveau des partis politiques et ce sont les acteurs politiques qui doivent jouer ce rôle-là au niveau de leur parti politique. Je pense que c'est à ça que servent un peu les écoles politiques. Aujourd'hui, ils peuvent encore se rattraper en sensibilisant, en éduquant, en sociabilisant et en renseignant leur base politique et toute la population béninoise sur ce qui devrait être fait pour que nous puissions avoir des joutes électorales en toute quiétude et en toute pacificité. Ainsi se referme cette première séquence de l'Actu en 7. Alors que le terrain politique se prépare lentement mais sûrement pour 2026, l'État, lui, poursuit ses actions concrètes pour améliorer le quotidien des populations. Réunis en Conseil des ministres le 28 mai, les membres du gouvernement ont décidé de réhabiliter les toitures endommagées dans 135 collèges d'enseignement général à travers tout le pays. Une mesure urgente pour garantir des conditions d'apprentissage décentes. Mesure pour la réfection des toitures de salles de classe décoiffées dans 135 collèges d'enseignement général sur l'étendue du territoire national. Le point de la situation fait ressortir des salles de classe décoiffées, aux toitures et charpentes endommagées par les orages ou les vents violents, mais aussi des dégradations d'autres natures par endroits. Cependant, tous les CEG répertoriés pour bénéficier exclusivement des réfections de toitures sont au nombre de 135 répartis dans 53 communes et 11 départements. Dans le but de favoriser la poursuite des activités pédagogiques dans de bonnes conditions, l'Agence pour la construction des infrastructures du secteur de l'éducation a été saisie aux fins de diligences à accomplir. Le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec diverses entreprises en vue de leur réalisation dans les délais prescrits. Toujours au Conseil des ministres, une décision majeure a été prise pour l'accès au logement. La mise à jour des conditions de location-achat des logements économiques, une mesure sociale
pour élargir l'accès à la propriété, notamment pour les ménages à faible revenu. Modalité de commercialisation des logements économiques en location-achat. Le Conseil a procédé à une actualisation des modalités concernées dans le souci de faciliter l'accès du plus grand nombre de nos concitoyens à ces logements. Les ajustements effectués portent sur l'extension de la location-achat des logements économiques à la diaspora béninoise et aux personnes admises à la retraite. La durée de remboursement des logements économiques qui est portée à 20 ans au lieu d'une durée précédemment fixée à 17 ans. Le taux d'actualisation appliqué pour le calcul des mensualités qui est abaissé à 4,5% au lieu de 6,5%. Ces nouvelles modalités s'appliqueront à l'ensemble du programme, y compris à l'offre de logement de la Caisse nationale de sécurité sociale, dans un souci d'harmonisation et de cohérence au service de l'intérêt général. Il est à signaler que les prix de cession des logements économiques en achat au comptant restent inchangés et conformes à la décision du Conseil des ministres du 25 septembre 2024. De même, restent inchangées les modalités d'acquisition des logements sociaux de type D, notamment, dédiés uniquement aux agents de l'État éligibles et cédés par voie de location-achat pour des mensualités de 97 000 francs CFA sur une durée de 25 ans. Et pour faire le point sur les avancées du programme d'action du gouvernement, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane était l'invité de l'émission spéciale reddition de comptes PAG 2021-2026. Emploi créé, accès à l'eau potable, réforme structurante. Selon lui, les indicateurs sont en nette progression, un bilan qui nourrit la dynamique de transformation. Aujourd'hui, 80% de Béninois bénéficient de services en eau potable. C'est le point fait par le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale au cours de l'émission Bilan consacrée à l'évaluation du programme d'action du gouvernement PAG 2021-2026. Nous avons décidé de mettre de l'eau partout. Et rappelez-vous, l'objectif c'était de faire en sorte que tous les Béninois aient accès à l'eau potable à l'horizon 2021. On n'y est pas totalement arrivé, mais le résultat est là. En 2016, 40% des Béninois avaient accès à l'eau potable. Aujourd'hui, plus de 80% des Béninois ont accès à l'eau potable. S'il y a 20%, c'est qu'il y a des gens encore qui n'ont pas accès à l'eau potable, surtout dans les zones périurbaines. Et c'est des sujets que nous connaissons et que nous allons résoudre. Abdoulaye Biotchane a également exposé les avancées enregistrées par le Bénin en matière de création d'emplois ces dernières années. En 2016, quand le président Patrice Talon a été élu au Bénin, il y avait plus de 3 millions de personnes qui cherchaient soit un emploi, soit à changer d'emploi. Et conscient de ce défi-là, l'un des objectifs majeurs que le gouvernement du président Talon s'est fixé en 2016, c'est de créer des emplois. Et nous nous sommes liés par rapport à cela en disant que sur le premier quinquennat, il nous fallait créer au moins 500 000 emplois. Parce que par le passé, avant 2016, tous les ans, il y avait plus de chômeurs qui venaient sur le marché que par le passé. Parce que nous n'arrivions pas à résorber les demandes d'emploi qui venaient. Devinez quoi? Sur le premier quinquennat, lorsque nous avons mesuré, en 2021, on avait créé plus de 800 000 emplois. Selon le ministre d'État, la planification reste la clé de tous ces progrès observés. Le secret, j'allais dire, c'est le président Talon. C'est de dire, il faut que le rêve de tous les Béninois, parce que quand vous voulez être président de la République, vous rêvez à quelque chose, vous rêvez à réussir quelque chose pour votre pays. Et pour être porté en triomphe, il faut justement que la vie des gens change. Et pour le faire, le premier pas, c'est la planification. C'est dire, mais depuis les 5 ans, qu'est-ce que je souhaite accomplir dans le cadre de vie? Qu'est-ce que je veux accomplir dans l'agriculture? Qu'est-ce que je veux accomplir en matière industrielle? Qu'est-ce que je veux accomplir dans l'électrification, dans les infrastructures? La clé, c'est la planification. Et donc, première chose que le président a décidé, c'est ramener la planification au jour. Ces avancées témoignent de l'engagement constant du gouvernement à développer le pays.
Une évolution qui concourt à une meilleure qualité de vie. Et le mardi 27 mai, c'est à Abomey-Calavi que les regards se sont tournés avec la visite ministérielle du chantier du marché de Gros. Le taux d'avancement atteint 90% et plus de 135 milliards de francs CFA ont déjà été injectés. Voici l'image que présente le nouveau marché de Gros, étendu sur une superficie de 168 hectares. Nous sommes ici au quartier Zopa, situé dans la commune d'Abomey-Calavi. Un projet d'envergure érigé dans cette commune qui reçoit la visite des ministres conseillers. Grâce à une visite guidée, la délégation a permis de constater l'évolution des travaux. Le niveau d'exécution rassure selon le chef de mission et de contrôle. La zone logistique du marché aujourd'hui, si on doit faire le point, on est à 98% de taux d'exécution pour la zone logistique sans l'abattoir. Et quand on ajoute l'abattoir au projet pour avoir le taux d'exécution du projet au complet, on est à 92% de points d'exécution. Durant plus de 3 heures, les ministres conseillers ont eu droit à une visite guidée. Des entrepôts spacieux passant par des zones de stockage modernes, des plateformes logistiques facilitant l'accès des camions et la circulation des marchandises, sans oublier les bâtiments de cuisine, les toilettes modernes. La délégation était pressionnée par la qualité et les installations du marché. Nous saluons la stratégie d'anticipation, d'autoréaction du président Patrice Talon. Vous savez, le président Patrice Talon est dans l'action et non dans la réaction. Ce marché est un symbole de ce qu'on peut faire de bien pour son pays. Et c'est pour tous les Béninois un objet de fierté. Nous avions vu et compris qu'avec cette volonté affichée d'industrialisation que nous avons perçue avec la GDIZ, le marché de Gros de Calavi est en train de se présenter comme un pilier majeur pour permettre à notre pays et de le positionner comme un pilier d'attractivité et un carrefour économique dans la sous-région. Les ministres conseillers ont de façon unanime remercié le gouvernement pour ce projet d'envergure au service de la modernisation du commerce. En attendant l'ouverture officielle de ce nouveau centre névralgique des échanges commerciaux, les travaux avancent sans difficulté majeure. Dans la même veine, les députés ont effectué une visite du chantier du nouveau siège de l'Assemblée nationale. La progression des travaux est estimée à 64%. Un autre symbole de modernisation des institutions. Les membres de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale se rendent sur le chantier du nouveau siège du Parlement. La délégation, conduite par le président Loïc Baounou-Vlavonou, vient constater l'avancement des travaux. À cette occasion, Achille Oussou, directeur général de la Société immobilière et d'aménagement urbain SIMO, fait le point sur l'évolution du chantier. Les travaux de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale sont exécutés à 64% aujourd'hui. En termes de prévision, la fin des travaux est prévue pour avril 2026. Et nous travaillons sur ce calendrier qui est très serré. C'est un défi avec tous les acteurs parce que c'est un bâtiment emblématique. Et donc cela nécessite beaucoup de coordination. Le challenge même c'est au niveau de la finition. Et nous y travaillons. Il assure de la qualité des travaux à livrer. Nous avons également pris l'engagement de tenir le bureau de l'Assemblée nationale informé des évolutions. Nous garantissons qu'on aura un bel ouvrage qui respecterait les normes, la qualité. Notre challenge, c'est vraiment de réussir pour aussi couvrir et effacer un peu une partie sombre de l'histoire des sièges d'Assemblée nationale dans notre pays. Le député Nourenoua Tchadé, président du groupe parlementaire Les Démocrates, félicite l'équipe pour le niveau de progression atteint tout en espérant une bonne fin des travaux. C'est une très bonne infrastructure. Il faut reconnaître que le chantier a connu quelques mois de retard, mais on nous a expliqué que tout se fait pour que ce retard-là soit oublié. Je pense que si les travaux finissaient, ce serait une très bonne œuvre pour le Bénin. Selon le président Vlavonou,
Cette visite vient apporter des clarifications à certaines préoccupations soulevées par des députés lors de la récente présentation de son rapport d'activité. À Cotonou, les autorités municipales ont échangé avec des occupants illégaux des espaces publics à Ruiro. Un dialogue pour expliquer et rassurer avant l'opération de libération prévue. La mairie veut concilier respect des règles et écoute des citoyens. Le projet de construction d'une gare routière est en cours à Ruiro. Pour ce faire, les domaines publics occupés illégalement doivent être libérés afin de permettre un meilleur aménagement du territoire. Dans cette perspective, le maire de Cotonou s'est donné pour devoir d'instruire les acquéreurs de ces zones de la nécessité de libérer les lieux avant le démarrage des travaux. Tout ce que nous faisons, c'est vraiment pour le profit des populations. Il y a des zones qui sont pas constructibles. Et c'est pour ça que le maire a reçu la sommation du procureur spécial pour libérer les domaines publics, notamment. Donc la libération des domaines publics ne veut pas dire forcément qu'on veut reconstruire autre chose dans le domaine public. Ça peut être libéré juste parce que ça permettra aux populations d'éviter les inondations. Et cette problématique de construction de gares routières, le maire a dit, on n'a pas encore confirmé le nombre d'hectares. Le maire de Cotonou, Luc Atropo, saisissant l'occasion, a rassuré de la transparence de l'opération de déguerpissement en ligne de mire de ces espaces publics. Que l'approche de ce qui se fait sera totalement participative. Nous ferons en sorte, comme je vous l'ai dit, d'éviter que cela ne soit pour la population une question de peur ou de regret. Ce n'est pas ça l'objectif, pas du tout alors. Et nous travaillons à ne pas être dans cela. Une séance d'échange intervenue tardivement selon les acquéreurs des espaces de Ruiro suite à la mise en œuvre du projet de construction de la gare routière. Mais mieux vaut tard que jamais. Il salue d'ailleurs cette initiative. La démarche participative du maire, elle est parfaite. C'est ce qu'on aurait souhaité depuis. Parce que si cette démarche était arrivée un peu plus tôt, il n'y aurait pas eu beaucoup de spéculations, des non-dits. Mais c'est bien heureux qu'aujourd'hui on s'est vu, on a parlé dans un langage franc, ouvert et participatif. C'est maintenant que le meilleur a commencé. Parce que les démarches continuent, les conciliabules continuent. Je me sens bien pour avoir écouté le maire. Parce qu'il est de bon ton que les choses changent. Et il le fait pour nous. C'est pour la population, c'est pas pour lui. Le maire a tout dit et ce qu'il a dit, on était vraiment contents. On souhaite que ça se passe ainsi pour nous. Je tiens à lui dire merci, quoi. Merci infiniment à tous ses conseillers aussi. Cette opération de libération de l'espace public permettra non seulement de construire une gare routière, mais elle ouvrira aussi la voie à plusieurs autres avantages pour les habitants et commerçants de ces zones concernées. Du côté de l'éducation, les travaux pratiques du bac professionnel ont démarré depuis le 26 mai. Plus de 8000 candidats sont concernés. Une visite de la délégation ministérielle au lycée technique Koulibaly a permis de s'assurer de la bonne organisation. 8178 candidats composent dans cette série pour le compte de cette phase pratique de l'examen du baccalauréat, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle au plan national. Ici, au lycée technique Koulibaly de Cotonou, les candidats retenus dans ce centre composent dans 5 disciplines que sont les filières E, EA, F3, F4, G1. Pour constater du bon déroulement de l'examen, une délégation ministérielle composée de Véronique Toye-Fordé, ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, et Éléonore Yaïla-Décan, ministre des enseignements supérieurs et de la recherche scientifique, a effectué une visite dans ce centre de Cotonou. Le nombre d'inscrits ne fait que s'accroître ces dernières années, depuis 2019, dans la plupart des séries, sauf la série G1, G2. L'objectif général de la stratégie nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, c'est de former des professionnels épanouis et aptes à répondre aux besoins d'une économie stable, durable et inclusive. Dans l'ensemble, les épreuves se déroulent sans incident majeur.
Après la visite des autorités en charge de l'éducation, la ministre Éléonore Yahi Ladikon est satisfaite des conditions de déroulement de cet examen. Nous avons quand même regardé l'état de matériel et également comment nos candidats pratiquent donc ce qu'ils savent, ce qu'ils ont appris. Ce côté pratique compte beaucoup pour cet examen. Il nous a plu de rester suffisamment pour apprécier cette progression. Nous avons vu les superviseurs assez outillés, motivés, engagés dans cette dynamique. 1761 candidats composent dans le centre du lycée technique Koulibaly. Ému du passage des ministres, François Xavier Fifatin, superviseur du centre de composition du lycée technique Koulibaly, évoque le bien fondé de cet examen. C'est des candidats qui sont capables d'interpréter les choses. Une chose est de fabriquer, une chose est d'observer, autre chose est d'interpréter pourquoi nous avons eu ça. Par exemple, un mécanicien automobile. Alors, lorsque vous prenez la voiture, celui qui n'a pas la formation professionnelle et théorique en plus, ne peut pas interpréter tout le fonctionnement. Là, vous savez, par exemple, il peut vous faire changer des pièces que celui qui a fait la formation professionnelle est capable de diagnostiquer, de faire un diagnostic plus précis sur la pièce. L'examen du baccalauréat, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle 2025 est prévu pour prendre fin le 13 juin 2025. Enfin, dans le secteur des médias, 9 organes de presse ont signé ce 28 mai leur convention de concession avec la HAC, une étape essentielle pour consolider la régulation et l'indépendance des médias béninois. La Voix de l'Islam, Radio Passé ou encore Eden TV font partie des nouveaux titulaires. Cet acte, posé par le directeur général de Eden Télévision devant le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, matérialise la signature de convention de la chaîne qu'il dirige. Outre Eden TV, ils sont 8 à voir aussi leur convention renouvelée. Il s'agit de Kpabli FM, Kandi FM, Radio Trade Union, La Voix de l'Islam, La Voix Tado, Matéri Canal 3, Radio Passé, Radio Azek FM. Au nom des signataires, le directeur général de Radio Trade Union n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude envers les conseillers de l'institution, soulignant l'importance de cette démarche pour leurs opérations, avant d'ajouter. Les radios commerciales ou non, télévision commerciale ou non, nous évoluons aujourd'hui dans un environnement socio-économique difficile où la clientèle s'amenuise au jour le jour. J'ai l'habitude de dire, même les annonces de décès, on n'en trouve plus. Les dédicaces de 200 francs, on n'en trouve plus. Les sources de revenus d'une radio, d'une télévision aujourd'hui, on se pose la question de savoir où est-ce que vraiment ces radios et télévisions trouvent les moyens pour assurer les charges qui sont les leurs. Au nom des amis, des promoteurs ici présents, je voudrais plaider pour que la HAC puisse nous accompagner avec beaucoup de flexibilité, car les problèmes, si on doit les régler de façon mécanique, beaucoup de radios, beaucoup de télévisions vont fermer. Cette initiative témoigne de l'engagement continu de la HAC à assurer un environnement médiatique conforme et régulé au Bénin, souligne le président de l'institution. Je ne voudrais pas rendre les autres jaloux, mais j'aimerais faire quand même mention spéciale pour Eden TV. Ce n'est pas parce que ce fut ma télévision, mais c'est la première télévision de sa génération qui va renouveler sa convention. Et c'est le lieu, le moment de rappeler sereinement aux 2 ou 3 autres qui restent, qu'il leur reste encore jusqu'à fin juin. Si nous avons dit à fin juin, il faut que les télévisions les radios qui doivent renouveler leur convention le fassent. Sinon, ce ne serait pas juste envers vous qui vous êtes saignés, qui vous êtes battus pour le faire. Le président de la HAC adresse ses félicitations aux promoteurs concernés, soulignant les efforts
déployés pour surmonter les difficultés rencontrées afin d'être à jour pour la signature de leur convention. Pour finir, il invite les autres organes à se mettre à jour au plus tard fin juin 2025. C'était l'Actu en 7.